Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat si vous nous rejoignez. Ce matin, nous vous proposons de suivre l'audition du général Lecointre, c'est le chef d'état-major des armées. Il est auditionné ce matin par la Commission des affaires étrangères du Sénat dans le cadre du budget 2021. Je vous propose de regarder ces échanges et on se retrouve après. Savoir quels sont les sentiments qui ont animé la junte malienne actuellement au pouvoir pour réaliser cette opération. Et nous avons été extrêmement choqués de voir comment ces terroristes ont été fêtés par un de leurs dirigeants qui est parmi les plus recherchés par notre pays. Et tout ceci, je tenais à vous le dire, car c'est un sentiment qui est partagé à travers l'ensemble des groupes de notre commission. Alors, mon général, bien sûr, je reviens à l'essentiel de cette audition qui concerne les questions budgétaires et qui va permettre à mes collègues de vous interroger. Je veux simplement faire état, pour lancer le débat, de deux préoccupations qui sont fortes. Bien sûr, 2021, c'est une année que nous attendions et que nous pourrions aussi redouter, puisqu'il s'agit de l'année de l'actualisation de la loi de programmation militaire. La Commission s'y prépare et elle a d'ores et déjà commencé sous le précédent mandat un certain nombre d'investigations. Et si pour l'instant il n'y a pas de réelle inquiétude, nous voudrions être sûrs que cette actualisation de la LPM, d'une part sur le plan purement formel, prenne la forme d'une loi, car ce qu'une loi pose, une autre loi doit pouvoir le modifier. Est-ce que c'est bien du reste l'intention du gouvernement? C'est moins à vous qu'au gouvernement que nous avons posé cette question, mais est-ce que vous avez bien ce sentiment? Et je pense que vous vous souvenez combien le Parlement et singulièrement le Sénat a permis de solidifier cet engagement qui permet de remettre à niveau nos forces armées qui en avaient tant besoin. Et puis bien sûr, à travers cet exercice budgétaire 2021, nous attendons un certain nombre d'arbitrages sur des grands sujets. Le porte-avions de nouvelle génération, bien sûr, qui a fait l'objet d'un premier rapport cette année, qui vous a été remis. Il y a bien sûr pour nos forces sous-marines le questionnement autour de l'avenir du sous-marin nucléaire d'attaque, la Perle. Quand va-t-on véritablement savoir non seulement si ce sous-marin peut faire l'objet de réparations, mais quelles conséquences pour l'ensemble des forces sous-marines cet accident peut avoir. Nous avons bien sûr toujours dans ces arbitrages de sujets importants des questionnements sur la commande des Rafales supplémentaires à la suite du contrat grec. Si l'on se réjouit de voir à travers la mise à disposition d'un certain nombre d'appareils d'occasion et la vente de 6 Rafales neufs, une brique supplémentaire à cette Europe de la défense que nous souhaitons, bien évidemment, il convient que ce ne soit pas au détriment de nos forces aériennes. Nous serons demain sur la base d'Évreux avec un certain nombre de collègues. Donc, on voulait avoir un petit peu votre sentiment sur cette affaire. Est-ce que vous pensez du reste que nos industriels pourront réellement augmenter les cadences de production pour, encore une fois, rattraper au plus vite ce départ des Rafales qui, pour une part, vont être mis à disposition de la Grèce dès l'été 21. Voilà quelques questions et puis l'ensemble du cadrage budgétaire que vous souhaiterez faire dans une présentation pour laquelle je vais vous donner dans un instant la parole. Et puis après, nous aurons comme d'habitude, non pas de la part de nos rapporteurs, car ils seront nommés la semaine prochaine, mais de la part des collègues qui le souhaitent, soit en présentiel, soit par vidéo, nous aurons quelques questions à vous poser. En général, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord adresser mes félicitations à vous-même, Monsieur le Président, pour votre réélection, et puis aux nouveaux sénateurs qui rejoignent cette commission qui est importante pour nous, qui est essentielle. Vous soulignez à juste titre le rôle du Parlement. Et vous savez que les armées sont très attachées à ce que les parlementaires aient une vision la plus claire possible de l'état de reconstruction de notre armée et une vision la plus claire possible de ses engagements. Il est très important pour nous de nous sentir soutenus par la société française et vous en êtes l'émanation, et donc pour nous c'est extrêmement important, comme ce rendez-vous d'ailleurs est particulièrement important. Et à chaque fois j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec les sénateurs
comme avec les députés des deux commissions. Avant d'engager et de lire le propos liminaire que j'ai prévu par lequel j'ai prévu d'entamer notre échange aujourd'hui, je voudrais tout de suite revenir sur ce que vous avez dit, Monsieur le Président, à propos de la libération des prisonniers qui étaient détenus dans les prisons maliennes et de l'échange que cela a permis de faire et la libération qui a été obtenue en contrepartie d'otages, M. Soumaïla Cissé et Mme Petrona en particulier. Je tiens à dire un certain nombre de choses à ce sujet-là. Tout d'abord, pour que les choses soient bien nommées. L'adversaire qui est le nôtre n'est pas un groupe armé comme un autre, qui serait un groupe armé d'opposition au régime malien. Il s'agit bien d'une organisation terroriste internationale et il s'agit pour la partie de cette organisation qui sévit au Mali, entre autres, d'une organisation terroriste et de groupes terroristes qui ont fait allégeance à Al-Qaïda et dont l'objectif est un objectif qui contrevient directement à la sécurité des Français à l'étranger et sur le territoire national. Et un groupe terroriste qui, par ailleurs, a des modes d'action qui sont très clairement des modes d'action terroristes. Et donc, on ne peut absolument pas imaginer que ce groupe terroriste puisse être comparé ou désigné comme un groupe armé d'opposition au régime malien. De la même façon, on ne peut pas appeler ces personnes des militaires et imaginer qu'ils peuvent être comparés aux militaires français. Les militaires français sont des soldats d'une armée régulière qui se battent dans le respect du droit international, dans le respect du droit de la guerre, en maîtrisant leur violence et guidés en permanence, au-delà de la mission qu'ils ont reçue, par une éthique particulièrement exigeante. Et donc, en aucun cas, on ne peut comparer ces soldats et la façon dont ils remplissent admirablement leur mission au comportement de ces groupes armés terroristes auxquels nous sommes confrontés. Enfin, évidemment, les soldats français n'auraient jamais l'idée, pour obtenir la libération de prisonniers français par un ennemi quelconque, d'aller faire des otages dans la population civile. Voilà, je tenais à dire cela parce que il y a des propos qui ont été tenus au moment de la libération de Mme Petrona qui me semble-t-il, risque de fausser l'appréciation qu'on doit avoir de la situation au Mali, de l'engagement des armées françaises, engagement qui reste aujourd'hui, plus que jamais, très clair et guidé par la volonté d'abattre l'île terroriste, de garantir la sécurité des Français, qui serait opposé au régime malien. Voilà, je tenais à le dire et soyez assurés que ce message, je le redirai à mes soldats, que la ministre le redira également, et qu'il doit être très clair pour l'ensemble des familles qui ont perdu des leurs dans les combats que nous menons au Mali depuis des années. Il doit être très clair pour ces familles que nous ne dévions pas de ligne, que notre combat reste le même et qu'il est tout aussi légitime qu'il l'était. En particulier, en ce qui concerne cette libération d'otages, je vous confirme que la France n'a en rien été impliquée dans des négociations d'aucune sorte avec ce groupe terroriste et que nous continuerons à combattre avec la dernière détermination. Voilà ce que je souhaitais en préambule sur ce sujet qui me tient à cœur, Monsieur le Président, et vous le savez bien. Et comme je sais qu'il vous tient à cœur aussi. Voilà, sur l'affaire qui nous réunit aujourd'hui, qui est une sorte de point d'étape que nous pouvons faire sur l'exécution de l'annuité 2020 de la loi de programmation militaire et puis le projet de loi de finances 2021. Je voudrais développer un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, rappeler en introduction ce qu'a dit le président de la République au début de l'année, en février dernier, à l'école de guerre, en réaffirmant sa volonté de doter la France d'un outil de défense complet, moderne, puissant, équilibré,
mise en œuvre par des armées réactives et tournées vers l'avenir. Et il a confirmé donc à cette occasion que cet objectif serait atteint au prix d'un effort budgétaire inédit, ce qui est vrai. Cet effort budgétaire inédit, c'est la loi de programmation. Et aujourd'hui, pour la troisième annuité de cette loi de programmation, nous observons une confirmation de la volonté présidentielle, avec un objectif qui n'a pas changé et qui, pour moi, chef d'état-major des armées, est un objectif opérationnel, stratégique, qui est de disposer à l'horizon de 2030, au terme d'une deuxième loi de programmation, d'un modèle d'armée complet, certes, qui permettra de garantir le maintien de la crédibilité de la dissuasion nucléaire et qui permettra également de faire face à notre ambition opérationnelle de référence, qui reste la capacité à engager les armées françaises à la fois dans ce qu'on appelle la situation opérationnelle de référence et dans une hypothèse d'engagement majeur qui est très dimensionnante pour nos forces, très dimensionnante pour notre modèle d'armée et qui fait d'ailleurs de nos armées un élément d'entraînement important en Europe et dans le monde occidental. Voilà, pour développer mon propos, je vais évoquer d'abord rapidement les engagements opérationnels en cours, non pas pour vous faire un point précis sur la situation opérationnelle, mais plutôt pour essayer d'illustrer les moyens qui sont engagés aujourd'hui dans ces engagements, qui permettent d'avoir ensuite une meilleure compréhension de l'effort et de la nécessité de l'effort qui est fourni dans cette loi de programmation, qui se traduit notamment par des livraisons d'équipements qu'on doit ensuite être capable de rapporter aux mêmes équipements engagés en opération extérieure. Ensuite, je ferai un bilan provisoire de la gestion 2020, puisque évidemment l'année n'est pas encore terminée, et puis je vous dirai le regard que je porte sur l'annuité 2021. Donc, quels sont les engagements opérationnels de nos armées en 2020 ? Qu'est-ce qu'ils impliquent en termes d'engagement de capacité militaire ? Tout d'abord, je voudrais dire que le niveau d'engagement de nos armées reste élevé depuis désormais plusieurs années, mais cette année, en particulier à cause du surge qui a été décidé par le président de la République et qui a débuté à partir de la fin du mois de janvier dernier, ce niveau d'engagement a encore atteint des sommets. Sur le plan des effectifs, depuis le début de l'année, c'est un peu plus de 7800 hommes qui sont engagés chaque jour en opération extérieure. Et sur le territoire national, c'est 12 500 hommes qui sont en situation opérationnelle, en comptant l'élément national d'urgence, depuis le 1er janvier dernier. Au-delà des effectifs qui sont significatifs, je pense qu'il est utile de les compléter par quelques chiffres qui permettent d'illustrer ce qu'est le besoin en équipement en opération extérieure. Pour l'armée de terre, l'opération Barkhane, c'est aujourd'hui plus de 500 véhicules blindés, lourds et légers, et plus de 400 véhicules logistiques, des camions de transport, des camions de dépannage, des moyens de manutention notamment. Et pour les véhicules blindés en particulier, aujourd'hui, c'est 110 VAB Ultima qui sont déployés sur le théâtre pour un parc total de 290 VAB Ultima et pour un parc opérationnel de 211 VAB Ultima. Et donc, vous le voyez, c'est aujourd'hui plus de 50% de nos VAB Ultima opérationnels qui sont déployés en opération extérieure. Vous voyez donc, et j'y reviendrai, l'importance qu'il y a à obtenir un remplacement de ces équipements dans le cadre de cette loi de programmation, puisqu'il s'agit bien d'un emploi courant des forces sans lequel, et qui ne peut pas se faire sans ces équipements absolument indispensables, et avec la nécessité également d'un niveau de performance de ces équipements qui garantissent à la fois l'efficacité de nos armées et la protection de nos soldats. Pour la marine, l'opération Irini a vu l'engagement de la frégate de lutte anti-sous-marine La Touche-Tréville récemment, puisque nous avons décidé de réengager la France dans l'opération Irini il y a quelques semaines. Je souligne au passage que cette frégate a été admise au service actif en 1990 et qu'elle sera remplacée dans ses fonctions de lutte anti-sous-marine par la frégate Lafayette Courbet rénovée qui va arriver bientôt en service et qui permettra
d'attendre l'arrivée des 5 premières frégates de défense et d'intervention dont la commande est prévue en 2021. Les chiffres d'engagement de certaines capacités phares sur cette année parlent d'eux-mêmes. Les 3 porte-hélicoptères amphibies et les 6 frégates multimissions totaliseront chacun d'ici la fin de l'année en moyenne plus de 130 jours de mer. Ces chiffres sont à rapprocher de la norme qui a été définie par la loi de programmation militaire, qui est de 110 jours de mer par bâtiment. On voit bien là le poids de la pression opérationnelle sur notre modèle d'armée, avec évidemment, au-delà de nos opérations extérieures, les opérations qui ont été conduites cette année, qui étaient par définition imprévues, l'opération Résilience qui nous a amené à engager des moyens aux Antilles, des moyens maritimes aux Antilles, en Corse ou à La Réunion, et l'opération Amitié qui a engagé nos moyens maritimes au Liban. Les FREMM, pour leur part, sont régulièrement engagés dans les opérations en Atlantique Nord, en Méditerranée, dans le détroit d'Ormuz, pour l'opération Agénor. Pour illustrer enfin ce lien entre notre engagement opérationnel et la réalisation des capacités qui sont nécessaires aux armées et qui font l'objet de la loi de programmation militaire en cours, je souhaite évoquer l'armée de l'air et de l'espace, et le cas en particulier du drone Reaper. Aujourd'hui, nous possédons 3 systèmes de drone Reaper. 2 systèmes sont déployés à Niamey dans le cadre de l'opération Barkhane, et un est mis en œuvre en métropole pour la préparation opérationnelle. Et donc, la livraison d'un 4e système nous permettra de ramener le taux de projection de cette capacité à 50%. Vous imaginez bien à quel point il y a donc urgence et nécessité absolue de respecter le cadencement des livraisons tel qu'il est prévu par la loi de programmation militaire. Alors, quel peut être le bilan provisoire à ce stade de l'exécution de la loi de finances 2020, avec évidemment une difficulté qui a été la crise Covid, qui n'a pas été sans impact sur l'exécution budgétaire 2020. Je souhaite tout d'abord à relever que la LPM a été en réalité un véritable ressort de sortie de crise et outil de rebond dans cette crise Covid. C'est en effet en s'appuyant sur la LPM que nous avons pu, en liaison avec la DGA, identifier en amont le potentiel de rebond et reprendre dès la fin du confinement la gestion 2020 en précédant au lancement d'opérations en substitution des annulations qui avaient été rencontrées. À ce stade, l'évaluation provisoire des effets de la crise sanitaire est de 1,1 milliard de moindres paiements en 2020 qui sont compensés par 300 millions d'euros de dépenses supplémentaires liées à la crise et par la mobilisation de mesures nouvelles à hauteur de 800 millions d'euros. L'intégralité des crédits non consommés a été redéployée au profit d'un plan rebond qui comprend principalement des crédits qui sont destinés au soutien de la filière aéronautique, comme vous le savez, et qui se traduit par des commandes anticipées par rapport au calendrier de la loi de programmation militaire, commandes d'avions, d'hélicoptères, de drones militaires, ce qui apporte un soutien concret et immédiat à la préservation de l'emploi, en particulier dans les PME de la filière, et qui permet par ailleurs, tout en ayant des effets de substitution, de conserver les objectifs de livraison capacitaire globaux de la loi de programmation militaire. Aujourd'hui, on estime que nous serons retombés, entre guillemets, sur nos pattes et sur la totalité des commandes de livraison que nous anticipions, que nous souhaitions dans cette loi de programmation militaire, sans doute à la mi-21, au plus tard à la fin de l'année 21, en ayant d'une part anticipé certaines de ces commandes et donc certaines de ces livraisons, et décaler d'autres par substitution. Parmi les commandes que nous avons aujourd'hui anticipées, 3 avions de transport stratégique A330 qui vont être transformés à terme en MRTT, avec 2 livraisons dès l'année 2020, et puis un avion léger de surveillance et de renseignement avec une notification avant la fin de l'année 2020, et enfin des drones de surveillance navale, là aussi une notification de commande avant la fin 2020. Sur le plan des effectifs, nous avons pu aussi limiter les effets de la crise par une reprise très dynamique des recrutements.
L'armée de terre estime ainsi qu'elle aura réalisé son plan de recrutement à 98% en dépit des contraintes Covid d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, un ralentissement des sorties et des départs permet d'envisager l'atteinte des cibles d'effectifs pour la fin de l'exercice, avec des départs aujourd'hui qui sont inférieurs de l'ordre de 2000 aux prévisions qui avaient été faites, ce qui permet de compenser les quelques retards de recrutement que nous n'avons pas pu éviter malgré tout, qui sont globalement de la même hauteur. Enfin, l'exécution de la LPM constitue un levier essentiel au soutien de l'économie et des territoires. Les armées et leur soutien en région représentent un budget de fonctionnement de 3,7 milliards d'euros et la plupart des marchés de soutien font l'objet de marchés qui sont passés localement avec des PME ou des très petites entreprises. Pour l'armée de l'air et de l'espace, les livraisons d'aéronefs ont été conformes aux commandes, avec un A400M Atlas qui permet à la flotte de passer à 17 appareils, un avion ravitailleur multirôle MRTT Phoenix qui permet de faire passer la flotte à 3 appareils sur une cible de 15, un C-130J qui permet de faire passer la flotte à 4 appareils et qui permet d'ores et déjà d'atteindre l'objectif 2025. Ça nous offre évidemment une capacité très améliorée d'appui aux opérations avec un transport stratégique et tactique et un ravitaillement en vol qui sont en cours de restauration et qui, vous le savez, sont des capacités très sollicitées, en particulier au Sahel aujourd'hui, mais également, j'ai dû je l'ai rappelé l'autre jour au président de la République, lors de nos opérations, quelles qu'elles soient, en particulier lors de l'opération Hamilton, qui avait sollicité un nombre de ravitailleurs extrêmement important. L'armée de terre va avoir 90 Griffons livrés d'ici la fin de l'année. Certes, la commande initiale et le plan de livraison initial prévoyaient une livraison de 128 véhicules Griffons. Je pense que nous rattraperons l'an prochain ce retard, mais nous avons quand même 90 Griffons qui auront été livrés cette année. Pour la marine, nous aurons un Atlantique 2 rénové qui a déjà été livré et un deuxième sera livré d'ici la fin de l'année, ce qui permet de faire face aux exigences de complexification de la lutte anti-sous-marine. Et enfin, en termes de cohérence générale de notre modèle, nous avons 200 missiles moyenne portée qui ont été commandés et livrés en 2020, et ce qui permettra de disposer de stocks suffisants pour les opérations en cours, mais également pour garantir la réactivité de nos armées en cas de nouvelles interventions. Alors, quelle est la vision aujourd'hui du chef d'état-major sur le PLF 2021 ? Eh bien, c'est un PLF qui confirme l'ambition qui a été rappelée par le président de la République, comme je vous disais au début de l'année, avec un budget de la défense qui est passé depuis 2017 de 32,2 milliards d'euros à 39,2 milliards d'euros en 2021. C'est-à-dire une évolution conforme à la ligne d'évolution de la loi de programmation militaire, mais qui est objectivement un effort manifeste dont nous commençons d'ores et déjà à sentir les premiers effets dans les forces. Je mesure bien l'exigence qui pèse sur les armées face à cet effort budgétaire qui est objectivement sans précédent. Pour parler de ce PLF 2021, je voudrais d'abord vous évoquer ce qu'il comporte et ce qu'il emporte en matière de renouvellement des capacités militaires de nos armées. Ensuite, ce qu'il permet en matière de préparation de l'avenir. Et en fait, je ne l'oublie pas. Et enfin, je ne l'oublie pas, ce qu'il emporte aussi en matière d'ambition de loi de programmation militaire à hauteur d'homme, qui était un des objectifs que nous nous étions collectivement fixés et qui était très important et auquel je sais que les parlementaires sont particulièrement attentifs. Alors, tout d'abord, le renouvellement de nos capacités opérationnelles se fait selon 2 axes. La modernisation d'une part, la réparation d'autre part. La modernisation, c'est une modernisation par remplacement des capacités, remplacement qui par ailleurs permet en même temps leur modernisation, puisque la base industrielle technologique de défense performante dont nous disposons au plan national permet aujourd'hui de doter nos armées par remplacement
d'équipements qui garantissent notre supériorité opérationnelle et encore une fois les exigences de protection de nos hommes et de nos femmes. Aujourd'hui, certaines capacités arrivent à obsolescence. Je pense notamment aux véhicules de l'avant blindé d'évacuation sanitaire, avec un niveau de protection qui est insuffisant, ou alors aux hélicoptères Alouette 3 de la Marine nationale, qui sont aujourd'hui en dehors de toute performance acceptable et dont le remplacement est inéluctable. Dans le cas des hélicoptères de la Marine, par exemple, nous sommes aujourd'hui contraints de recourir à la mise en place d'une flotte intérimaire H160 et Dauphin par contrat de location pour éviter la rupture capacitaire entre le retrait des Alouettes et l'arrivée de l'hélicoptère interarmé léger. Je note que 30 hélicoptères interarmés légers seront commandés en 2021 au profit des 3 armées. Pour les VAB sanitaires, l'exemple que je prenais à l'instant, nous avons d'ores et déjà déployé 14 VAB au standard contre-iodé en bande sahélo-saharienne. Nous avons commandé la mise à un standard contre-iodé de 30 VAB supplémentaires. Ces solutions ne visent qu'à tenir le temps de voir arriver les nouveaux véhicules d'évacuation sanitaire Scorpion, Serval ou Griffon à partir de 2023. Je vais éviter l'effet liste à la Prévert en évitant de vous détailler l'ensemble des livraisons qui sont attendues en 2021. Je vais cependant relever quelques livraisons particulièrement emblématiques qui permettent d'illustrer mon propos. Tout d'abord, nous avons cette année la prévision de l'admission en 2021 au service actif du sous-marin nucléaire d'attaque Suffren, qui est le premier de série du programme Barracuda, dont la cible est de 6 bâtiments, comme vous le savez. Le Suffren remplacera un SNA de la classe Roby et apportera de nouvelles capacités. Et donc, tout en maintenant le nombre de capacités sous-marines à niveau, ce qui est indispensable pour la réalisation de contrats opérationnels, il offrira une supériorité opérationnelle, notamment en matière de mise en œuvre de forces spéciales, en matière de capacité de frappe de la mer depuis de la mer vers la terre, avec la mise en œuvre de missiles de croisière navale avec le changement de milieu, et il apportera une supériorité également en matière de discrétion acoustique qui va être particulièrement utile et qui va maintenir la capacité sous-marine française au premier niveau mondial. Nous avons également pour l'armée de terre la poursuite de livraison de Scorpion avec 157 Griffons qui viendront remplacer les véhicules de l'avant blindé, dont certains aujourd'hui datent des années 80. Notre objectif est la projection d'un groupement tactique interarmes Scorpion d'ici la fin de l'année prochaine au Sahel, avec une trentaine de Griffons qui remplaceront autant de VAB déployés et qui apporteront, au-delà d'une protection et d'une mobilité supérieure à nos soldats, les capacités de numérisation qui devraient permettre de commencer à faire évoluer considérablement la manœuvre d'infanterie. Nous allons également recevoir les 20 premiers Jaguars qui, équipés d'A-canon 40, vont commencer à remplacer une partie du parc des MX-10 vieillissants et qui arrivent aujourd'hui au bout de leur capacité d'évolution. Et enfin, nous avons la livraison de 3 MRTT, ce qui permettra de poursuivre la rationalisation de la capacité de transport stratégique et de ravitaillement en vol et de conforter les contrats opérationnels, en particulier les contrats qui sont liés à la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire. D'ici fin 2021, nous disposerons d'un parc de 6 engins et nous pourrons ainsi poursuivre le retrait de service d'équipements anciens, notamment de KC-135, dont la livraison a été faite à l'époque du général de Gaulle, ce qui est quand même assez illustratif de la nécessité de poursuivre cette démarche de remplacement qui permet de réparer le modèle. Alors, au-delà du renouvellement que je viens d'évoquer, il y a le deuxième axe qui est l'axe de la réparation. Il s'agit là de combler les ruptures ou les réductions capacitaires qui limitent considérablement nos capacités d'action et qui, si on ne s'attaque à ce sujet-là, feront perdre la possibilité d'atteindre de l'ambition de conserver un modèle d'armée complet. Alors, les lacunes capacitaires vont être comblées. Je voudrais citer en particulier ici la livraison de 14 Mirage 2000D rénovés avec une avionique modernisée, un armement très diversifié qui permettra d'améliorer les capacités d'appui-feu et de bombardement
l'intérêt que ça représente dans le cadre d'une opération comme Barkhane. La livraison d'une frégate Lafayette rénovée, qui va être équipée d'un sonar de coque qui lui donnera une capacité de détection sous-marine que nous n'avions pas sur ces frégates, qui permet de restaurer la capacité de 15 frégates de premier rang en attendant l'arrivée des frégates de défense et d'intervention. Pour ce qui concerne la restauration de la cohérence, nous allons en 2021 recevoir 12 000 armes individuelles du fantassin. Nous allons recevoir aussi 650 paires de jumelles Onyx, jumelles de vision nocturne, qui permettent ainsi de renouveler cet équipement qui, certes, peut paraître de moindre importance que des sous-marins nucléaires d'attaque ou des avions Mirage de visée, mais qui en réalité sont essentiels là aussi à la cohérence de nos engagements et à la complétude de nos capacités de combat, et qui comptent également de façon importante pour le moral de nos hommes. Nous avons également une restauration de la cohérence par la livraison d'un lot de missiles de croisière navale pour le SNA Barracuda et de missiles Aster-30 pour la FREMM de défense aérienne. Nous avons également la livraison de 440 A2SM et de 14 pods de désignation Talios qui permettront d'améliorer les capacités de nos rafales, en particulier dans le domaine de l'appui aérien rapproché. Là aussi, il s'agit de veiller à la cohérence d'un modèle qui ne passe pas seulement par les plateformes principales, mais qui passe par des équipements missionnels d'accompagnement qui sont indispensables en réalité à l'emploi opérationnel de ces équipements. Et puis enfin, nous avons également le souci de préserver l'effort de préparation opérationnelle, de le remonter. Vous savez que, au même titre que la livraison de capacité, ce maintien de la préparation opérationnelle à bon niveau est constitutif de la réparation et de la restauration de nos capacités militaires. J'observe que pour l'année 2020, les niveaux seront globalement atteints, en dépit d'un impact fort de la crise Covid. L'armée de terre devrait ainsi atteindre un niveau de 78 jours de préparation opérationnelle par homme d'ici la fin de l'année, avec une cible initiale qui était 81 jours par homme d'ici la fin de l'année, et un objectif final en LPM pour 2025 qui est de 90 jours par homme. Pour les pilotes de l'armée, pour les pilotes de chasse de l'armée de l'air, on devrait atteindre 151 heures de vol par pilote contre les 164 prévus, avec un objectif de 180 heures de vol en 2025 à la fin de la LPM. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, pour la Marine nationale, je pense que nous devrions être au-dessus en préparation opérationnelle, avec pour les bâtiments de combat de haute mer de la Marine nationale, 102 jours de mer contre un objectif qui était fixé à 96 jours de mer. Je rappelle que l'objectif de la LPM 2025 est de 100 jours de mer par an. Voilà, ces objectifs sont ambitieux. Je vous l'ai dit, on a maintenu cet effort en 2020 malgré la crise Covid. Ils restent ambitieux et ils restent sur les courbes de la haute programmation militaire pour l'annuité 2021. Je pense que nous atteindrons cet objectif et nous continuerons, malgré les soubresauts de la crise pandémie, nous continuerons à avoir ces objectifs ambitieux parce qu'ils sont indispensables en réalité, non seulement à l'atteinte de nos objectifs opérationnels dans nos engagements extérieurs, mais aussi à la préservation de la vie de nos hommes, parce qu'une armée qui est mal entraînée, c'est une armée qui court des risques en opération. Enfin, il y a le domaine de la préparation de l'avenir qui est complémentaire de cette restauration de capacité, de ce renouvellement et de cette réparation de capacité. Cette préparation de l'avenir, elle est essentielle. Elle nous oriente sur ce que seront les armées en 2040. La loi de programmation actuelle n'est pas une loi de programmation qui va d'emblée se traduire par des livraisons de capacités d'avenir, mais elle doit d'ores et déjà en préparer le lancement. Je pense évidemment aux grands programmes structurants pour ces années, en particulier le programme SCAF, le programme MGCS, le drone mâle européen. Vous savez que nous avons l'intention de structurer la coopération internationale autour de ces grands projets, de fédérer des partenaires autour de la France et de créer autour de ces grands projets une véritable souveraineté européenne. Sur ce chemin, nous avons, au-delà de ces grands projets structurants, un certain nombre de capacités nouvelles qui
être anticipées et dont la livraison est plus urgente qu'initialement anticipée. Je pense en particulier au domaine informationnel ou au domaine cyber, dans lequel nous devons dès aujourd'hui investir pour développer nos capacités opérationnelles. Il ne s'agit pas là de combler des ruptures capacitaires, mais bien de se doter de nouvelles capacités, moyens de lutte informatique défensive et offensive. Ainsi, le budget cyber sera porté en 2021 à 201 millions d'euros. C'est également le cas de l'espace, avec un budget de 624 millions d'euros, avec le lancement de la construction des infrastructures du commandement de l'espace, auquel par ailleurs nous souhaitons pouvoir ajouter un centre d'excellence de l'OTAN, nous souhaitons pouvoir colocaliser avec un centre d'excellence de l'OTAN, mais également la livraison de satellites d'observation, de télécommunications et une première capacité d'écoute spatiale avec le système CERES, avec 3 satellites. Enfin, je note que 2021 va être la première année du cadre financier pluriannuel pour le Fonds européen de défense, qui, je le rappelle, s'élève à 7 milliards d'euros avec l'élaboration d'un programme de travail avec la Commission pour développer des projets capacitaires en coopération. Cette préparation de l'avenir, c'est également l'innovation de défense, avec une organisation et des méthodes nouvelles sur lesquelles je ne reviens pas, et notamment la création d'une agence d'innovation défense. L'objectif est donc bien d'accélérer le développement et le déploiement des innovations auprès des utilisateurs, d'optimiser, de fluidifier les processus, de conserver une véritable capacité d'adaptation. En 2021, les moyens associés à cette ambition s'élèveront à 922 millions d'euros. Et le système repose sur une organisation très décentralisée avec un réseau d'innovation dans des territoires qui composent des laboratoires d'armée et des centres d'ADG. J'observe que ce système qui est en place de satisfaction va fonctionner à plein en 2021 et que le fonds DEFINOV en 2021 sera doté de 200 millions d'euros. C'est un outil important qui permettra de la participation au développement de technologies duales qui sont prometteuses. Le maintien en mission opérationnelle passe par des équipements de proximité et qui passe par notamment des investissements d'infrastructures. Sur le maintien en condition opérationnelle, le budget 2021 confirme l'effort important des crédits d'entretien programmé du matériel. Il s'agit là d'améliorer nos taux de disponibilité et de régénérer nos matériels et de remonter l'activité vers les normes, je l'ai évoqué à l'instant, qui sont prévues par la loi de programmation militaire. Les crédits de PM augmenteront de 1,5 milliard d'euros en autorisation d'engagement. Ils nous permettront en particulier de poursuivre la verticalisation des contrats qui a été entamée par la DMAE. Les équipements de proximité sont importants, financés au 146, mais également au 178. Ils profitent directement à nos soldats et à l'amélioration des conditions d'exercice du métier. Je note en particulier pour l'année à venir la livraison de gilets pare-balles qu'on appelle structure modulaire balistique, qui est un programme important de garantie de la sécurité, et également qui permet à nos soldats de retrouver une ergonomie améliorée et une très grande modularité. C'est un programme qui bénéficie sur la durée de la loi de programmation militaire d'un effort financier de 140 millions d'euros pour l'acquisition de plus de 109 000 ou 109 000 structures modulaires balistiques. À ce jour, 13 200 de ces structures modulaires balistiques ont été livrées. Le treillis F3, qui est issu du programme Félin, qui est un treillis qui marque un saut qualitatif avec une protection renforcée contre le risque feu et puis une meilleure résistance. Ce nouveau treillis est mis en place au profit des forces en opération extérieure depuis 2019. Il est en cours de développement dans les unités féminines de l'armée de terre. Il va être généralisé progressivement à partir de 2024 avec cible d'acquisition d'1 400 000 treillis
pour un coût de près de 200 millions d'euros. À ce jour, plus de 411 000 treillis ont été livrés depuis le début de la loi de programmation militaire. Et puis, on peut évoquer aussi la commande de 15 000 pistolets semi-automatiques. En ce qui concerne les infrastructures, le budget qui a été confié aux armées direction service dans ce domaine très sensible augmente, plus 55 millions d'euros en autorisation d'engagement et 70 millions d'euros en crédit de paiement. Ça va nous permettre d'améliorer progressivement les conditions de travail et d'accueil dans les régiments, ports et bases aériennes, avec par ailleurs un effort bénéficiant aux hébergements qui se poursuit également en 2021, avec 156 millions d'euros d'autorisation d'engagement et 95 millions d'euros de crédit de paiement. Voilà, avant de conclure, je voudrais évoquer quelques points d'attention. Le premier, c'est la singularité militaire. Je suis attaché à que je vois souvent, qui n'est pas lié uniquement à des questions de statut et de rémunération, même si ces questions de statut et de rémunération sont importantes. Je vais y revenir. En ce qui concerne la rémunération, l'année 2021 va être la première année de lancement de la nouvelle politique de rémunération des militaires, dans des proportions que nous souhaitions tous plus importantes, mais c'est un objectif qui est atteint, un objectif calendaire de lancement qui est atteint avec 38 premiers millions d'euros qui sont prévus au profit de la nouvelle indemnité de mobilité géographique. C'est une revalorisation mesurée, mais elle est indispensable au soutien à la mobilité et donc à la fidélisation de nos hommes. Par ailleurs, ça doit nous laisser très attentifs à la poursuite de la mise en œuvre de l'ensemble de cette nouvelle politique de rémunération des militaires que nous avons tous de nos qui est de ne pas avoir à connaître le retard complémentaire et pas de baisse du niveau de financement qui est prévu, de façon à ce que les armées disposent des leviers de gestion de la ressource dont elles ont besoin. Ce sujet, encore une fois, un motif de satisfaction et reste un sujet d'attention pour l'ensemble des chefs, pour la rémunération. Vous savez bien la sécurité militaire de l'éducation. Il y a une audience dans la Cour de justice de l'Union européenne sur le sujet de la directive du travail. Nous attendons le rendu des délibérés fin de l'année, avec beaucoup d'attention. Mon général, pardonnez-moi de vous interrompre. L'application d'une directive centrale européenne sur la disponibilité des forces armées, un élément essentiel de la capacité de la nation. Parce que, comme les autres principes fondants de la régularité militaire, le principe de Mon général, je ne sais pas si vous m'entendez, mais la liaison est très mauvaise et votre intervention est malheureusement hachée. Si vos collaborateurs et techniciens pouvaient remédier à ce problème, parce qu'on a du mal à suivre votre propos et l'image, tant l'image que le son, sont un peu déficients. Il va falloir un satellite entre le Sénat et la place Ballard. Est-ce que vous nous entendez, mon général? Bien, je vois sur je reçois tout ça. Je vous entends. Bon, attention. On vous voit de manière assez floue, mais surtout votre propos est haché, donc la liaison n'est pas très très bonne. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, bon, je comprends que mes techniciens essayent de faire un échange rapidement.
Peut-être qu'on va être interrompu pendant 3 minutes, Monsieur le Président. Très bien. Si on vit ça pendant 2 ans. J'observe que du reste, parfois, les communications avec Washington ou Pékin sont bien meilleures qu'avec l'arrondissement d'à côté. Voilà, vous avez pu suivre l'audition du général Lecointre, chef d'état-major des armées. Il était donc auditionné par les membres de la Commission des Affaires étrangères du Sénat dans le cadre du budget 2021. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute l'actualité parlementaire sur notre site internet publicsénat.fr et je vous souhaite une excellente journée à tous.